Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement et d'avoir fait le déplacement, y compris à cette heure déjà avancée de la soirée. Et ça me va parfaitement bien. N'hésitez pas encore une fois à poser les questions de la manière dont on vous l'a indiqué au fur et à mesure où je fais mon développement, parce que je sais que moi-même, quand j'écoute quelque chose, des questions viennent au moment où j'écoute, et puis 30 minutes après, je les ai oubliées. Et donc, ça permet de nourrir la réflexion et notre échange ensuite. On va d'abord revenir ensemble sur un certain nombre de grands principes et concepts. Parce que je me suis rendu compte que nous-mêmes, quand on est sur les plateaux télé, quand on est dans nos propres débats, on va utiliser des principes qui nous parlent et nous semblent évidents, mais qui ne parlent pas aux personnes en face de nous, et encore moins quand on est sur un plateau télé, et encore moins si vous avez le hasard de vous trouver sur CNews. Bon. La sûreté, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que la sûreté ? On n'est plus beaucoup à parler de sûreté. Ceux qui s'intéressent aux questions de sécurité, qui n'est pas le bon mot en réalité, mais ceux qui s'intéressent aux questions de sécurité savent que, par exemple, dans les services de police, il y a la sûreté départementale, ou les services de la sûreté locale, et plus personne ne se souvient pourquoi on ne les appelle pas sécurité locale, parce qu'il y a un service aussi qui s'appelle la sécurité publique. La sécurité publique, c'est les patrouilles classiques de voitures qui circulent, et qu'on appelle police-secours d'ailleurs, qui répondent aux appels du 17. Et en gendarmerie, c'est équivalent, il y a un équivalent évidemment. Ce qu'on appelle sûreté, c'est à partir du moment où on commence à faire une enquête. Une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, ça veut dire qu'il y a un magistrat qui contrôle l'action de la police. D'ailleurs, la police fait son travail sous l'autorité du magistrat. C'est comme ça que c'est rédigé dans notre Constitution, c'est comme ça que c'est prévu dans notre cadre de fonctionnement républicain. Et j'y viens tout de suite au fait, la sûreté est différente de la sécurité en ça qu'elle a de particulier qu'elle vous donne des garanties à vous en tant que citoyenne et citoyen afin que vous ne soyez pas poursuivis arbitrairement sur le seul fait du prince. Parce que la sécurité, finalement, la sécurité, c'est qu'on ne va pas se faire agresser, qu'on ne va pas se faire attaquer, qu'on ne va pas se blesser, qu'on ne va pas se faire cambrioler, etc. Mais la sûreté, ça veut dire qu'en plus, on ne va pas vous accuser à tort. Ou en tout cas, qu'on va se donner les moyens d'un point de vue de la procédure, d'un point de vue de l'organisation, que vous ne serez pas poursuivi de manière insidieuse et pernicieuse. Et pourquoi ? Parce que ce principe, il est hérité de la Révolution française. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Tout ce que je vais vous dire ici a été déjà raconté bien mieux que moi que par d'autres par le passé, et notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est vrai que je ne suis pas aussi fort que mon excellent collègue Antoine Léaumont pour citer les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de tête et parfaitement, mais il y a l'article 2 de la DDHC, alors je fais une toute petite précision, ça s'appelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que ça s'appelait comme ça. Depuis, on a découvert que les femmes existaient. Je suis confus. Et donc, normalement, en théorie, on est censé parler de droits humains et non plus de droits de l'homme. Néanmoins, cet article 2 de cette déclaration dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et de la femme, j'ajoute. Ces droits sont la liberté, on va parler ce soir, la propriété, bon ça c'est une bataille qui a été perdue à l'époque, ils disent pas si c'est la propriété privée ou autre, hein, donc on va, voilà. Et surtout le troisième c'est la sûreté. Et le quatrième, c'est la résistance à l'oppression, qui va nous intéresser aussi également dans une certaine mesure. Donc ça, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et d'ailleurs, si vous cherchez l'occurrence du mot « sécurité » dans cette déclaration, vous ne le trouverez pas. Le mot « sécurité », en tant que tel, n'existe pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous élargissez votre focale sur nos grands principes, le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire y compris le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution en elle-même, la Charte de l'environnement, vous ne trouverez pas le mot sécurité tout seul. Vous le trouverez, vous finirez par le trouver, mais dans une acception, une définition assez particulière. Quand on parle de sécurité dans le bloc de constitutionnalité, c'est dans sa version, dans sa vision sociale et économique. La sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, la sécurité au sens de la santé, la sécurité matérielle.
c'est la seule définition du mot sécurité dans le bloc de constitutionnalité. Et sûreté, il est bien, lui, dans cet article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous savez que c'est en rupture avec l'Ancien Régime que cette déclaration s'est faite. Puisque avant, vous aviez le roi qui pouvait dire celui-là, condamné. Pourquoi? Je ne sais pas, une tête d'insoumis, voilà, il faut de plus. Pas besoin de plus de nos jours pour condamner quelqu'un. Hein, voilà. Donc les révolutionnaires voulaient trancher avec ça, se donner des garanties et avoir un système judiciaire et de justice qui ne permettent pas ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pendant la même Révolution française qu'on a mis en place le jury populaire avec les cours d'assises. Alors ça ne s'appelait pas cours d'assises à l'époque, mais le jury populaire est bien mis en œuvre par les révolutionnaires en rappelant que la justice est d'ailleurs rendue au nom du peuple français. C'est comme ça que sont signés les jugements. Ils ne sont pas rendus au nom du juge qui a jugé, mais bien au nom du peuple français. Et on signe de cette manière-là parce qu'on a dit que pour les procès les plus graves, les choses les plus graves, les crimes en l'occurrence, ce serait le peuple lui-même, par tirage au sort, par le biais de jurés, qui jugerait directement. Donc ça remonte à loin, cette histoire de sûreté et de distinction avec la sécurité. Et vous voyez bien que de nos jours, le mot sûreté est très peu employé, le mot sécurité bien plus souvent, puisque ça vous évite de parler justement des mises en cause arbitraires et du possible fait du prince. Alors là, le nôtre en ce moment, il s'appelle Macron, il y a des sous-princes avec Retailleau et Darmanin, ça change, hein, mais n'empêche que le fait du prince en tant que tel gagne du terrain dans notre État et dans notre République. Vous sentez vous-même d'ailleurs cette ambiance anxiogène en ce moment. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, vous me direz, mais en ce moment c'est dur, quoi. Je suis sûr que vous êtes comme moi pour beaucoup. Dès que vous allumez la télé ou la radio, vous n'avez rapidement aucune envie l'éteindre. Même quand c'est nous qui y passons. Parce que vous vous dites, non mais non pas qu'on serait pas bon, qu'on répondrait pas bien, c'est pas le sujet, on est toujours excellent. Mais que les questions sont quand même de plus en plus insupportables. Mais on se dit, mais ils sont pas bien. Mais enfin, ils comprennent rien ou quoi? Non, non, si, ils ont tout à fait bien compris. Qu'ils avaient besoin de ce climat de peur, de ce climat anxiogène. Pourquoi? Pour en récolter le fruit politique et le fruit électoral qui leur permet de se maintenir au pouvoir. J'y viendrai tout à l'heure. Évidemment, les médias participent de ça très activement. Il y a ceux qui sont tout en haut de la première ligne de cette bataille pour créer ce climat d'insécurité, finalement. Je veux parler de M. Bolloré et de ces médias. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que vous avez tous les autres qui suivent à la chaîne, en cadence. BFM, LCI, vous avez tous, et même le pire, c'est que vous allez sur le service public et vous finissez par avoir les mêmes, un peu moins pire, allez, peut-être des fois. Mais globalement, en tout cas, sur les matinales, par exemple, sur les moments de grande écoute, vous retrouvez les mêmes types de questions, les mêmes façons de procéder. Et les partis politiques qui participent évidemment de cette ambiance anxiogène. Les partis politiques d'extrême droite, évidemment, Rassemblement national, Zemmour et compagnie, les Républicains, on ne sait plus trop distinguer qui est qui au bout d'un moment. Quand vous fermez les yeux comme ça, c'est dur hein, des fois, on pourrait faire des devinettes comme ça. Il faut fermer les yeux, on trafique un peu la voix et vous devez deviner quel est le parti politique à laquelle appartient cette personne. Ah mais il y a même eu un jour, alors là c'était quand c'était Barnier, extraordinaire, on a eu un ministre qui est arrivé là, il est arrivé aussi vite qu'il est reparti celui-là, c'est le maire de Valence. C'est là où on fait nos universités d'été, enfin à côté en l'occurrence, qui est arrivé là, il n'avait jamais pris la parole dans l'hémicycle, il est arrivé pendant la niche parlementaire du Rassemblement national, sur un de leurs textes. Non, c'était les Républicains. C'était les Républicains. Et il arrive là, et il commence à prendre la parole, et je vous jure, moi j'avais l'impression que c'était quelqu'un du Rassemblement national qui était en train de parler. Il a même dit aux Républicains, c'était encore un texte scandaleux sur les étrangers,
puisqu'il prévoyait de durcir les conditions pour renvoyer, enfin, non, durcir les conditions pour que les gens puissent rester pour raison médicale notamment. Et il était là en mode, non mais ce n'est pas que c'est un bon sujet, c'est un excellent sujet, il y a un vrai sujet sur la table, il faut vraiment qu'on avance politiquement. Et là il dit, alors je ne suis pas d'accord avec votre texte, mais pour quelle raison? Parce qu'il est mal écrit. Parce que s'il était bien écrit, il nous permettrait vraiment d'atteindre l'objectif politique que vous voulez atteindre. C'est un monsieur du gouvernement qui parle là ou... Franchement, j'ai dû me pincer. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu à l'époque que j'avais fait un rappel au règlement en séance, en disant au président de séance qu'il s'était trompé dans l'ordre des intervenants et qu'il avait fait parler l'orateur du Rassemblement national avant le ministre. Et il a bugué. Le président de séance, il a eu un moment de doute, il s'est retourné vers l'administrateur, il a demandé, il a dit... Et après, il a dit... Oh, il est taquin, Bernalicis, quand même. Le pire, c'est que ce président de séance, c'était Xavier Breton, qui lui-même est chez les Républicains. Mais lui-même, il a douté, quoi. Il s'est dit... Extraordinaire. Extraordinaire. Donc on est dans ce moment-là où les uns les autres cotisent tous à ce que raconte le Rassemblement national. C'est Marine Le Pen qui avait expliqué pendant le texte Asile-Immigration de décembre dernier, vous savez, celui où ils ont voté avec toutes les propositions du Rassemblement national dedans, en disant « Oui, mais vous inquiétez pas, il y a le Conseil constitutionnel derrière. » Déjà avec Fabius, j'étais inquiet, mais alors là, avec Richard Ferrand... Bon, bref. Ils ont voté ça, et Marine Le Pen leur a dit quoi? C'est une victoire idéologique totale. Voilà ce qu'elle a déclaré à l'époque. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec elle. Ils lui ont donné raison sur toute la ligne. Et ça fait un bout de temps qu'ils lui donnent raison sur toute la ligne. Alors ils sont là, avec leur slogan. Vous connaissez, maintenant ils se le passent tous. Alors chez les socialistes, c'était, je mets des guillemets par exemple, chez les socialistes, c'était Manuel Valls qui était au taquet avec ce slogan. Après, Bernard Cazeneuve l'avait repris aussi. La sécurité, première des libertés. Ça sonne bien quand même. Hein, vous dites, bah ouais, faut être en sécurité pour pouvoir être libre. Oui, mais cette phrase, elle est construite particulièrement. C'est pas la sécurité condition de la liberté. Non, non, non. Première des libertés. Alors moi, du coup, je suis pas... Des fois, je me dis, ok, regardons, examinons, on va regarder, peut-être ont-ils raison. Faisons la liste des libertés. Donc il y a la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, bon oui, voilà, la liberté de s'habiller, la liberté, enfin, il y en a plein des libertés, et la liberté de sécurité, ça sonne pas. Non mais même, ça veut rien dire, la liberté de sécurité, je veux dire, on voit bien que c'est pas une liberté en soi. Donc ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'il faut que vous conditionnez vos libertés à eux leurs exigences de sécurité. C'est ça que charrie ce slogan. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen ne s'y était pas trompé, puisque c'était le slogan d'une de ses campagnes électorales déjà dans les années 70. C'était un de ses slogans électoraux. Alors, vous avez vu, dans les libertés, justement, dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, effectivement, il y a les droits sont la liberté, mais il n'y a toujours pas la sécurité. Par contre, il y a la sûreté, encore une fois, la propriété et la résistance à l'oppression. Donc, il mène une bataille politique pour faire en sorte que vous vous trompiez de combat, que les Françaises et les Français se trompent de combat et pensent que le plus important, c'est pas la liberté. Non, c'est pas la liberté, c'est d'être en sécurité. C'est ça parce que de toute façon, si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Vous avez compris? Et donc, à partir de là, il faut que vous ayez peur. Et vous comprenez comment toute la machine se met en route derrière, avec cette visée électorale et politique. Mais je reviendrai après sur la fonction principale de tout ça. On va rentrer maintenant sur un premier cas d'espèce. Parce que, vous savez, moi-même, déjà en 2017, quand je suis arrivé, je commence à être un vieux machin maintenant, quand je suis arrivé,
Premier texte qu'on examine dans l'hémicycle, première prise de parole que je fais dans l'hémicycle, motion de rejet préalable, c'était 30 minutes à l'époque, le bon vieux temps, et oui, on avait encore un peu de temps de parole, ça existait Nathalie, oui, souffert, mais c'est lui qui l'a réduit à 15 par ailleurs. Bref, première prise de parole, motion de rejet préalable sur la 6e prorogation de l'état d'urgence. Et pas l'état d'urgence sanitaire, le Covid n'avait pas encore eu lieu. On parle bien de l'état d'urgence, celui terrorisme, hein, celui qui fait suite aux attentats terroristes que nous avons subis sur le sol français, notamment du Bataclan et de Charlie Hebdo, qu'avaient mis en œuvre les socialistes. Et quand les socialistes partent, c'est encore l'état d'urgence. Vous l'avez oublié, vous, hein? Évidemment, puisque vous suivez l'actualité, donc du coup, une actualité chasse-lot, donc vous avez oublié. Moi, je suis là pour vous le rappeler. 6e prorogation de l'état d'urgence. Et ils étaient là en train de dire, oui, Macron venant là en sauveur libéral-libertaire, hein, garant du progressisme, nous a expliqué que l'état d'urgence, c'était trop. Alors, il fallait le proroger quand même une dernière fois parce qu'il venait d'arriver. Ok, bon. Mais que, de toute façon, lui allait faire en sorte de faire une loi pour changer tout ça, pour qu'on n'ait plus besoin d'être sous l'état d'urgence. Et pour vous dire comme ça, on allait sortir grâce à lui d'un état d'exception. Sauf qu'en réalité, c'était pour mettre l'état d'exception dans le droit commun. Génial, belle trouvaille pour un libéral, libertaire, garant des libertés individuelles, fondamentales, progressistes. Donc on en était là. Et on cherchait des termes pour dire que quand même on était sur la mauvaise pente, mais sans pour autant dire à tout le monde « attention, c'est la dictature », parce que les gens ils vont nous dire « non, quand même, vous exagérez ». Je trouvais que c'était pas exagéré, moi, déjà à l'époque. Donc on s'est dit « bon, bah, on va parler de démocrature ». Vous vous souvenez peut-être aussi, on avait parlé de démocrature, on était entre la démocratie et la dictature, pour dire « attention, alerte, on est sur la mauvaise pente ». Et déjà, on nous disait que c'était trop. Et là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai dit à plusieurs reprises, et je ne suis pas le seul, avec mes camarades, surtout dans l'hémicycle, leur micro, des fois ça fuse assez vite, on a dit « ouais, Retailleau, facho ». Alors voilà. Et la question n'est pas de savoir si ça rime, parce que oui, ça rime. La question est de savoir, est-ce qu'on exagère quand on dit ça ? Et il y a encore des camarades, et je sais, et sans doute dans la salle ce soir, des gens pensent que c'est un peu exagéré et que ça dessert la cause quand on dénomine quelque chose de manière extravagante, qu'on en rajoute, etc. Et des fois, c'est utile de rajouter pour mettre le pied dans la porte. Mais là, moi, je veux vous convaincre que ce n'est pas une exagération que de qualifier M. Retailleau de fasciste. Et vous dire que, y compris M. Retailleau, n'est pas, comment je vais dire ça, une nouveauté. Il est juste une sorte de révélateur, d'emblème, en tout cas d'élément qui nous permet de plus facilement caractériser la situation politique dans laquelle on se trouve. Parce que vous me direz, oui, mais si Retailleau est un facho, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle est ? Bah, une fachotte. Je ne sais pas si on dit comme ça au féminin, mais on va dire que c'est comme ça. Non, j'ai entendu des choses, là, je ne répéterai pas. C'est parce que, en fait, ils se sont tous alignés sur le même discours, en réalité. Et que Retailleau, il est symptomatique de ça. Alors, vous nous avez entendu répéter un certain nombre de ses déclarations quand il a été nommé, mais même avant qu'il soit nommé. La plus problématique, et je la traiterai en dernier, c'est sa relation avec l'état de droit. Où il a dit, l'état de droit, c'est pas sacré. Après, il dit, ah non, mais je voulais pas vraiment dire ça. Je voulais dire l'état du droit n'est pas sacré. Oui, parce que comme on vote les lois, on bouge le droit, donc c'est pas sacré finalement. On peut le massacrer. Hein. Donc, et en fait, c'est pas de ça dont il parle en vrai. Hein, j'y reviendrai dans le détail. Mais il avait commencé quand même, ce monsieur, en expliquant pendant les révoltes dans les quartiers, suite au meurtre, maintenant on peut le dire d'ailleurs un peu plus tranquillement, le meurtre du jeune Naël par les policiers, que ces jeunes qui s'étaient mobilisés dans les quartiers avaient régressé vers leurs origines ethniques. Ils ont régressé
vers leurs origines ethniques. Mais c'est-à-dire... D'ailleurs, je suis déçu que sur le plateau télé, à ce moment-là, quand il a dit ça, le journaliste, il n'a pas dit « mais c'est-à-dire ». Ça dit quand même aussi l'air du temps dans lequel on se trouve, c'est que ça passe crème, hein, question suivante. Oui, oui, ah bah oui, ils ont régressé vers leurs origines ethniques, pas de problème. Alors c'est quoi leurs origines ethniques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez à ça? Et ces jeunes ont une ethnie? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils ont une ethnie? Parce que quoi? Ils sont noirs, ils sont arabes? Quel est le problème en fait? Les deux à la fois? C'est compliqué. Mais je vais dire, ah non, c'est qu'ils sont peut-être musulmans. C'est ça? Non, même pas. Ah, tout ça. Et donc, du coup, vous dites qu'en fait, même s'ils sont français, parce que la quasi-totalité de ces gamins, je dis quasi parce que j'ai pas la... mais je pense qu'en fait tous, sont tout à fait de nationalité française, et que donc il veut dire que ce ne sont pas vraiment des Français. Ce sont des gens qui ne se sont pas intégrés, assimilés, et qui auraient, même, quand bien même ils seraient français, ils ne seraient pas vraiment français. Et ça me rappelle un type, un certain Philippe Pétain, qui, je vous le rappelle, en arrivant en 40, avait expliqué qu'il reprendrait tous ceux qui ont été naturalisés français pour vérifier qu'ils étaient quand même bien vraiment français. Il a fait d'autres horreurs aussi, hein. C'est pas celle qu'on retient en premier d'ailleurs dans la liste des horreurs, mais il y a aussi celle-là. D'ailleurs, M. Retailleau est un récidiviste sur le sujet. Il parle, comme le Rassemblement national, comme M. Zemmour, comme l'extrême droite à travers le temps, de Français de papier. Et c'est la même chose, un Français de papier. C'est la même conception. C'est cette conception qui est à rebours de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est une des caractéristiques du fascisme, que d'identifier qu'il y ait des gens qui appartiennent à la nation et une version idéalisée ou ethnicisée finalement aussi de la nation. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire, et qui est scandaleux, c'est à faire en sorte que la République, dans leur bouche, ne soit plus ce qu'elle est. C'est-à-dire un contrat politique, liberté, égalité, fraternité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour eux, la République, c'est de se conformer aux valeurs, évidemment, ils le disent. Alors, il y a les valeurs qui sont pas forcément chargées d'énormément de contenu. La Marseillaise, quoique si, il y a beaucoup de contenu en réalité, quand on y regarde bien. Le drapeau bleu, blanc, rouge, mais si on creuse pas, je veux dire, c'est des symboles, comme ils sont là. Comme les fascistes ont toujours aimé arborer des symboles, avant toute chose. Même si ceux-là, c'est les nôtres, hein, c'est pas les leurs. Je le dis et je le répète, ils nous les ont volés et on les reprendra, et on est déjà en train de les reprendre. Mais idéalisés, et puis surtout, après, ils vous disent que c'est notre tradition, notre façon de vivre. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec liberté, égalité, fraternité, la Marseillaise, le drapeau, ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça a à voir avec le fait que, quand même, en France, on boit du vin et on mange du saucisson. Mais eux, ils ne disent pas ça en rigolant. Hein. Et on a des clochers. Et d'ailleurs, on a des clochers, c'est la France des clochers, exactement. Donc c'est par là même, et ils vous expliquent qu'être républicain, c'est défendre ça. Et que si vous ne défendez pas ça, vous êtes suspect d'être anti-républicain, voire même de sortir de l'arc républicain, voire même d'être islamo-gauchiste. Peut-être antisémite d'ailleurs. Je ne vous le fais pas dire. Donc vous voyez comment toutes ces choses se tiennent et font partie de la rhétorique du fascisme. Parce que le fascisme, finalement, tout le monde se dit « Ah oui, mais c'est quand même pas comme avec Mussolini ». Parce que le fascisme vient de là, le mot fascisme et l'histoire fasciste vient de là. Mais en réalité, déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, pendant, voilà, on va rester là pour la chronologie, il n'y a jamais eu un seul fascisme. Il y a toujours eu des variantes du fascisme, des fascismes qui se sont adaptés à leur contexte national, à leurs histoires nationales, au vu de coller et de convaincre le plus de gens possible. Donc évidemment que chez Mussolini, on racontait pas la même chose que chez Hitler, et on racontait pas la même chose non plus que chez Pinochet ou que d'autres. Et pourtant, ils ont des caractéristiques communes. Évidemment, de distinguer les gens en fonction de leur race supposée, racisme, qui prend... Alors aujourd'hui, ils ont un racisme un peu plus sophistiqué. Ils vous disent pas « Ah, j'aime pas les Noirs », parce que bon, ça passe pas. Ils disent ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un problème avec ces gens qui ne respectent pas les valeurs de la République et notre façon de vivre.
parce que vous avez, comment c'était Chirac qui disait déjà, il avait l'odeur, le bruit, l'odeur, hein, voilà. Vous voyez comment tout ça est déjà remonte d'assez loin et n'a jamais quitté notre histoire profonde. Juste aujourd'hui, c'est sur le devant de la scène et c'est leur colonne vertébrale politique, d'action politique en tant que telle. Et puis, chez les fascistes, il y a la question de l'ordre, de la sécurité, justement, de l'homme fort, normalement. Bon, en ce moment, c'est pas trop leur truc, ils se pouillent entre eux, ça c'est le petit ingrédient qui leur manque, finalement, aux fascistes, de trouver le leader ou la leaduse charismatique qui puisse tous ou toutes les réunir. Mais sinon, on a tous les critères. Et surtout, le principal, et c'est pour ça que je le gardais pour la fin de mon argumentation, c'est la question de l'état de droit. Cette question de l'état de droit, elle est centrale. Elle est centrale dans le raisonnement fasciste. Que disent notamment les nazis? Ils expliquent qu'il y en a marre avec ces discours droits de l'homiste, etc., en gros la Révolution française, qui a consacré quoi? Des libertés individuelles. Des libertés fondamentales qui sont des libertés individuelles, c'est-à-dire garanties pour chaque individu. C'est pas moi qui le dis, article 2 de la DDHC, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et de la femme, des humains. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça, pour un fasciste, c'est non. Parce que le fasciste pense qu'il y a aussi la société qui a des droits. Ou, en fonction des variantes, que la nation a des droits, et qui sont supérieurs aux droits individuels. Et que le droit individuel doit se soumettre à un intérêt collectif supérieur qui permet de garder la grandeur de la nation, de ce que nous sommes, de nos valeurs profondes et plus précisément, dans leur bouche, de nos traditions. Et là, on est en plein dedans. Parce que quand Bruno Retailleau dit « l'état de droit n'est pas sacré », ce dont il parle, ce n'est pas l'état du droit, c'est-à-dire de changer la loi. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas changer la loi, on passe notre temps à faire ça, quand on nous laisse faire et qu'il n'y a pas des 49.3, mais personne n'a dit ça. Par contre, lui, il veut changer une loi, celle qui surplombe toutes les autres, qui a une visée de garantie des droits individuels. Son problème, ce n'est pas l'état de droit en soi, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans ce qu'elle comporte de garanties individuelles. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment un fasciste conséquent, réfléchi, qui a pensé à ça. C'est le penseur, le juriste allemand Carl Schmitt qui avait théorisé tout ça, le premier. D'autres l'ont suivi derrière auprès d'Hitler pour affiner cette pensée-là, mais c'est quand même le point de départ. Et comme la société a des droits supérieurs, alors vous pouvez revenir sur quelque chose qui soit discriminant entre les êtres humains à l'intérieur même d'une nation. Ceux qui sont vraiment français et ceux qui ne le sont pas vraiment. Ceux qui régressent vers leurs origines ethniques, ceux dont on pense qu'ils seraient des trafiquants de stupéfiants ou qu'ils auraient un commerce qui pourrait y participer. Et vous voyez comment tout ça est tout à fait lié, cohérent. J'en viens de ce fait à la proposition de loi sur le narcotrafic. Je ne vais pas vous en faire l'explication parce que sinon on va se quitter à 2h du matin, me connaissant. Mais vous dire qu'on a cette illustration avec la proposition de loi narcotrafic. Nathalie l'a dit tout à l'heure, c'est une partie du cœur du texte. Parce qu'ils vous expliquent qu'ils veulent lutter contre le haut du spectre, les très grands méchants, et qu'à la fin, ce qu'ils veulent, c'est que le bailleur social puisse virer, sur la demande du préfet, des gens dont on pense qu'ils auraient participé au trafic de stupéfiants. Enfin, moi je vais vous dire un truc, hein, le haut du spectre, là, le haut du panier, ils sont pas dans le HLM. Hein. Peut-être au tout début, mais plus maintenant. Hein. Si vous lisez la presse informée, la plupart sont à Dubaï. Hein. Il y a un business à Dubaï de grands narcotrafiquants qui vivent là-bas et qui d'ailleurs font du business immobilier, blanchissent leur argent sur place, c'est assez bien documenté. Donc je ne révèle rien en la matière, mais pas dans le quartier du coin. Dans le quartier du coin, il y a sans doute des gens qui participent au trafic, et sans doute des gamins aussi qui y participent, qui sont, à notre sens, à mon sens, en tout cas pour les gamins c'est sûr, d'abord des victimes du trafic et de la société qui est incapable de leur offrir autre chose que cet avenir-là. Mais ça va plus loin.
la fermeture administrative, alors là, on est en plein dedans. En commission, c'était lunaire. Donc là, vous aviez votre député, qui était avec les autres en commission, et qui nous ont expliqué que quand même cet article sur les fermetures administratives, parce que nous, on était pour le supprimer, évidemment, puisqu'on est contre tout, hein, comme vous le savez, on dit, non mais attendez, il y a des commerces, on sait. Tout le monde sait. Alors il y en a un du RN qui dit, bah moi par exemple, dans ma circonscription, c'était une boucherie. Alors, bah, je sais pas, il a jamais dit quel type de boucherie. Moi, je sais pas si c'est une boucherie charcuterie, une boucherie chevaline. Il me dit, bah, c'est bizarre une boucherie. Qu'est-ce qu'il a avec les boucheries, celui-là? Ah oui, oui, c'est une boucherie. Ah, peut-être une boucherie halal. Et en plus, peut-être que des boucheries halal participent au circuit de blanchiment du trafic de stupéfiants. Mais en réalité, quand vous connaissez les phénomènes criminels, les grandes routes du blanchiment de l'argent, c'est pas la boucherie. Hein. C'est même pas le petit commerce en réalité. Ça, c'est marginal dans le blanchiment. C'est plutôt les mêmes circuits qu'empruntent les fraudeurs fiscaux. C'est les mêmes, avec les mêmes avocats conseils en fiscalité, et les mêmes paradis fiscaux qui sont utilisés, et les mêmes circuits, des chambres de compensation, pour ceux qui connaissent par exemple, qui sont bien plus utilisés par les narcotrafiquants pour blanchir des quantités hallucinantes de pognon, plus que le petit commerce du coin. Et alors, il y en a un autre qui était là en mode « Oui, dans la boucherie, d'accord, mais... il dit « Non, mais moi, chez moi, c'est les barbiers. » Non, on n'a pas eu les kebabs. J'ai été déçu. Moi-même, j'étais là en disant « Oh, les gars, faites un effort quand même. On vous voit, allez-y à fond. Hein, maintenant, c'est foutu. De toute façon, vous pouvez y aller. » Il raconte déjà ça sur CNews. Ça choque personne, à part nous, qui continuons de résister encore et toujours à l'oppresseur. C'est quoi? C'est résistance à l'oppression. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ces articles-là. Mais même sur le haut du spectre en tant que tel, vous avez vu comment Gérald Darmanin, un copain, a voulu mettre les 100 plus grands prisonniers de ce pays dans une prison ultra sécuritaire, en disant on va les enfermer tous au même endroit, parce que vous comprenez, c'est des grands méchants. Bon, alors déjà, il y a un truc, moi ça m'énerve, parce que quand ils sont condamnés, donc ceux qui sont condamnés, ces profils-là, dans la quasi-totalité des cas, finissent ce qu'on appelle en maison centrale, qui sont déjà des établissements sécuritaires, où il y a déjà un régime hyper strict d'isolement, etc. Donc soit il explique que les surveillants pénitentiaires sont des bons à rien, soit j'ai pas compris. Ou peut-être il veut faire de la com. Ah, c'est peut-être ça. À mon avis, ça doit être ça. Mais pas que. Ils suivent leur ligne fasciste de continuer à dérouler et à vous faire avaler des choses qui n'ont rien à voir avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Bon, à la fin, en plus, il n'a pas pu mettre les 100 dans une seule prison parce que, alors il y a un truc un peu con, c'est que quand vous mettez 100 personnes dans une prison qui n'est pas vide, du coup, ceux qui sont actuellement dedans, il faut les mettre quelque part. Et c'est là que les emmerdes commencent. C'est pas si simple. Donc il a dit, je vais en prendre 2. Voilà, c'est pour ça qu'il en a choisi 2. Hein. Si vous voulez l'envers du décor, c'est pas plus compliqué que ça. Il en a pris 2. Mais surtout, ils veulent leur appliquer un régime de détention à l'italienne, qui est un régime extrêmement dur, qui a déjà été condamné plusieurs fois par la déclaration, je fais un lapsus qui est plutôt révélateur, par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, des droits humains, qui, sur le fondement de nos textes fondamentaux, les a condamnés, disant que ce régime s'apparentait à de la torture. Bah ouais, vous voyez personne. Si vous voyez quelqu'un, c'est fouille obligatoire. Et quand je vous dis fouille, c'est pas comme au stade ou à l'entrée de je sais pas quoi. Hein, c'est fouille à nu complète, hein, interne et externe. Okay, systématique. Pas le droit de voir sa famille en unité de vie familiale, parce qu'une fois, il y en a un qui a agressé un surveillant dans ce contexte-là. En fait, je sais, parce que c'est les revendications des organisations d'administration pénitentiaire, j'ai du mal à les appeler syndicats, vous m'excuserez, mais qui défendent des choses aussi horribles que ça. Et puis, c'est le fait de dire que, par exemple, le téléphone, ce sera que 2 heures, 3 fois par semaine. Parce qu'actuellement, ils ont le téléphone en cellule, ils appellent quand ils veulent. Et alors, ils vous font peur à la télé en disant « Oui, ils continuent leur trafic depuis la cellule. » Alors, pas avec le téléphone. En tout cas, pas avec le téléphone de la cellule.
Donc ça sert à rien de leur empêcher de... Mais si, parce que ça les emmerde. Par principe, ça les emmerde. Et ils expliquent aussi que de toute façon, ils sont écoutés. En fait, 100% des téléphones en prison et des conversations sont écoutables en prison. Mais comme ils ne veulent pas écouter tout le monde tout le temps, ils ont dit « Ah, 3 fois 2 heures par semaine, c'est bien. » Parce que comme ça, pour ces services de renseignement, c'est au moins des créneaux où ils peuvent se mettre derrière le téléphone pour écouter ce qu'ils ont à dire. Ça fait moins de boulot. Hein. C'est quand même ça la motivation première. Mais plus largement, l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même des gens qui font des choses intolérables dans la société et qui méritent de souffrir. Parce que la seule raison à la fin de faire ça, c'est de faire souffrir la personne. Pas de l'éloigner de la société, ça c'est fait par la prison en tant que telle. Il n'y a pas besoin d'interdire les parloirs, les fouilles, les machins, les trucs, etc. Pas vrai. De toute façon, ils n'arrivent déjà pas à avoir sur les maisons centrales, à pas avoir un téléphone portable. Et s'il y en a un, s'ils en ont un, ça ne peut être que par la complicité active ou passive de l'administration pénitentiaire. Ce qui revient encore une fois à mettre en cause les agents pénitentiaires dans leur travail du quotidien. Moi, je sais pas, je le fais pas comme ça. Le ministre fait ce qu'il veut, il se débrouille. D'ailleurs, il vient de le faire encore sur l'histoire des tablettes en prison, où il a mis en cause son administration. Alors que c'est une décision politique qui a été prise par Dupond-Moretti avant lui, et dont la mise en œuvre est effectivement hasardeuse, puisqu'ils ont oublié de regarder 2-3 paramètres de sécurité des tablettes en question. Mais ça, moi, j'irai voir la boîte privée, parce que je suis sûr que l'administration pénitentiaire a demandé des garanties de sécurité dans l'installation de ces tablettes, et qu'elles n'ont pas été respectées derrière. Donc, j'en reviens, l'objectif, c'est de faire souffrir. Et je me suis égaré, j'avoue, je confesse, sur CNews, puisque j'ai vu la présidente du Conseil national des barreaux aller là-bas pour expliquer la position des avocats qui est opposée notamment à ces régimes de détention qui sont scandaleux et qui n'ont rien à voir avec un état de droit. Puisque la souffrance n'est pas un objectif de la justice, en théorie. Hein, c'est de pacifier les relations. Pas que les gens ressortent pire que quand ils sont entrés. L'objectif aussi, c'est aussi la réinsertion. Et c'est bien pour dire que finalement, ces gens ne sont pas réinsérables. C'est ça qu'ils assument de dire. Et c'est ça qu'ils ont dit à Julie Couturier, la présidente du Conseil national du barreau, sur CNews. Alors vous avez un Pascal Praud qui dit « Non mais attendez, moi, je ne sais pas l'imiter, hein, mais il dit mais pour 99,99% des détenus, moi je veux bien qu'on entende parler de réinsertion, tout ça. Mais eux, non. Eux, ils ont commis des choses horribles. En plus, je ne le crois pas, parce que je le sais capable de trouver d'autres exemples de gens horribles dont il aimerait bien qu'ils soient dans le même type de régime de détention. Hein, si vous réfléchissez 2 secondes dans votre tête, vous allez sans doute trouver des exemples horribles d'autres crimes qui pourraient mériter le même genre de détention. Il dit, mais là, eux c'est non. Et voilà comment on vous explique qu'au fond, il y a des êtres humains qui ne bénéficieront pas des mêmes droits parce que intrinsèquement, d'un point de vue naturel, ils ne sont pas humains comme nous. Et on a toujours cette vieille idée raciste de gens différents. Et puis, si vous grattez, pas besoin d'aller très loin. D'ailleurs, ces gens, qui sont ces trafiquants? À quoi ressemblent-ils? Ah ben là, vous retrouvez toujours les mêmes poncifs de Zemmour et des autres. Ah ben en prison, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Hein. Et vous savez quoi? Je ne peux même pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que vous aussi, vous savez que c'est vrai. Pas que, mais beaucoup. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils commettraient plus d'infractions que les autres? Ou est-ce que c'est parce qu'on les poursuit plus que les autres? Bon, vous avez la réponse à la question aussi, je vous connais. Mais vous voyez comment ils inversent les choses et comment vous-même vous finissez par vous dire, parce que ces questions-là, elles nous prennent aux tripes. On se dit, oui, mais celui qui a fait une fusillade, certes, il a tué un autre narcotrafiquant, on pourrait se dire, bon, c'est un problème entre eux, mais il y a une balle perdue, il y a une gamine qui est morte, vous dites, non, mais c'est horrible, une famille détruite, des parents qui sont là avec leur enfant décédé. Premier sentiment, vous vous dites, il mérite le pire, celui-là. Et on est tous d'accord pour qu'il y ait une peine, pour qu'il y ait une sanction. Mais parce qu'on est des humanistes, on voit plus loin. Parce qu'on pense au bien-être de la société tout entière dans sa garantie des libertés individuelles de tout un chacun. Et que vous savez aussi que si on remet en cause les droits individuels de celui-là, alors on trouvera des arguments pour l'appliquer à d'autres, cette remise en cause des droits individuels. Et j'ai eu même, moi,
Rappelez que, parce qu'il y a eu les perquisitions de nuit dans ce texte. Et après, j'en finis avec ça et j'en viens à ma conclusion. Les perquisitions de nuit. En fait, elles sont déjà possibles. Vous savez que normalement, une perquisition, c'est 6 heures du matin. Je suis sûr que vous le savez tous, parce que, je sais pas, vous avez vu l'info un jour, vous avez dit, ok, c'est 6 heures, on ne sait jamais. Voilà. Mais ça arrive vite, hein, rigolez, rigolez. Parce que, les camarades qui ont lutté à Bure ou ailleurs, ils se sont fait réveiller à 6 heures du matin. Les assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon en 2018, lors des perquisitions, se sont fait réveiller à 6 heures du matin. Bon, certains à 7h ou 7h30, comme Antoine Léaumont l'a raconté, parce que comme ils n'avaient pas la bonne adresse, ils ont d'abord tapé à toutes les portes. Donc le temps qu'ils arrivent jusqu'à la sienne, rigolez, mais c'est vrai. Oui, on en est là. Ils veulent qu'on puisse plus facilement faire des perquisitions entre minuit et 6h du matin. Et alors, même moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi on a interdit les perquisitions entre minuit et 6h du matin? Au fond. Pour qu'ils puissent dormir. Et là, mais là, vous avez Pascal Praud qui vous dit, quoi? Un meurtrier qui dorme? Jamais de la vie! Voilà, bon. Guantanamo, ils font ça, ils empêchent de dormir la nuit, tout ça. Non, mais vraiment, c'est leur truc. Et non, c'est l'inviolabilité du domicile et effectivement le respect de la dignité humaine, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une procédure. Aujourd'hui, un magistrat peut décider de perquisitionner entre minuit et 6 heures du matin s'il pense que c'est nécessaire parce que sinon l'autre, il saurait qu'on arrive à 6 heures et il pourrait se barrer, on ne l'attraperait pas, etc. Donc c'est déjà possible. Mais c'est très enserré dans des garanties spécifiques, etc. Et alors, je leur dis ça, moi je leur rappelle la dignité humaine et tout. Et donc, ils ont fait leur Pascal Praud. Alors là, c'est votre député et ses amis là, du Rassemblement national qui ont tenu ce discours-là, et puis quelques macronistes aussi en perdition avec eux. Et je leur ai répondu une chose très simple, en fait. Je ne suis pas pour que l'État se comporte comme les délinquants qu'elle appréhende et qu'elle enferme. Sinon, nous ne serions pas mieux qu'eux. Et ça vaut en cette matière-là, comme en matière de terrorisme, comme dans toutes les matières en réalité. C'est ça la force de l'humanisme. C'est ça la force de l'État de droit. C'est ça la force de la République. C'est ça la force de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pour ça qu'elle est efficace pour garantir la paix sociale, la concorde. C'est ça que voulaient les révolutionnaires. Et c'est vrai que pour expliquer ça, vous voyez, ça m'a pris quand même déjà 40 minutes, ce qui est déjà beaucoup trop. Donc dans un format médiatique avec Pascal Praud, il a vite fait de gagner. D'ailleurs, face à Julie Couturier, ils l'ont ratatiné. Je dis même pas qu'il a gagné, parce qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle s'est défendue, mais c'était inaudible face à des nolos qui ont rajouté. Et lui qui dit, mais moi je connais une avocate, Madame Sadman, elle était sur le plateau, et elle dit, elle n'est pas d'accord avec vous, alors que vous aussi vous êtes avocate. Donc il met sur le même plan une avocate d'un plateau et celle qui représente les 78 000 avocats du pays. Tout ça est pareil, on s'en fout. De toute façon, ils n'ont qu'à crever en prison, voilà. Parce que derrière, ce qu'il y a ça, c'est la perpétuité. Puis une fois que c'est pas la perpétuité réelle, il faut la perpétuité réelle parce qu'il faut que les gens souffrent. Parce que vous comprenez, la peine de mort, ils le défendent plus parce qu'ils trouvent que ça leur colle une image quand même de gens un peu violents, méchants et tout, etc. Ils essayent de lisser, mais elle reviendra aussitôt qu'ils seront au pouvoir, la peine de mort. Très tranquillement, sans discuter. C'est bien ça qui nous pend au nez. Donc même sur la proposition de loi narcotrafic, vous pouvez vous dire, oui, mais bon, au pire, c'est juste pour... Ok, il ne parle pas de prévention. Ok, il ne parle pas de prévention dans cette proposition de loi. Mais au moins, ça va dans le bon sens, ça va taper le haut du panier. Mais la manière dont ils le font, c'est en remettant en cause, encore une fois, l'état de droit et nos principes fondamentaux. C'est pourquoi nous nous y opposerons, contrairement aux sénatrices et aux sénateurs qui ont voté à l'unanimité ce texte. Et quand je vous dis à l'unanimité, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez qui y a dans cette unanimité ? Des gens de gauche. Tous, unanimité. Unanimité, donc cherchez pas. Et pour une raison bien simple, il n'y a pas de sénatrice ou de sénateur insoumis. C'était une nouvelle démonstration de la nécessité de s'impliquer au municipal pour avoir des grands électeurs, puis des sénatrices et des sénateurs insoumis qui votent contre ces genres de trucs horribles au Sénat. Ça, je passe commande. Donc, je sais que vous le savez, mais je préfère le rappeler quand même. La fonction principale de tout ça, vous l'avez compris, c'est que les gens, pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on parle du narcotrafiquant et de je ne sais trop quoi d'autre, de faits délictuels ou criminels,
on ne parle pas du conclave de la retraite à 64 ans. Bon, à la limite, c'est pas très grave si on ne parle pas du conclave. Mais on ne parle pas de la retraite à 64 ans. Et quand bien même vous voudriez en parler, de toute façon, c'est la guerre. Alors, ça peut être la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ça peut être la guerre contre le narcotrafic, ça peut être la guerre contre le terrorisme. Il y a toujours une guerre, de toute façon, pour ne pas s'occuper des sujets sociaux. C'est bien ça le rôle politique du fascisme, de diviser le peuple pour qu'il ne puisse pas défendre ses intérêts et permettre à la classe dominante de rester dominante. Et ça vient de loin, hein, tout ça. Vous savez que c'est la stratégie du choc qui a été expliquée par Naomi Klein notamment, et que tous ont cotisé à intervalles réguliers. Mais Hollande, il a cotisé pour une bonne part. Hein. Je vous rappelle que pour notre déshonneur à la gauche, mais bon, vu qu'il ne l'est pas vraiment, ça ne nous déshonore pas complètement, mais enfin c'est quand même pénible, la déchéance de nationalité, c'est lui qui a tenté, hein, c'est pas Marine Le Pen, hein, c'est pas Bruno Retailleau non plus. Eux, ils la demandent que pour Rima Hassan. Ça va, ils sont raisonnables. Et vous vous rendez compte du délire où on en est rendu? Et c'est relayé abondamment par les médias et personne pour dire mais ils sont pas bien dans leur tête ceux-là. Et nous quand on dit ça, ils disent quoi? Vous défendez le Hamas, les terroristes? Ambiance pesante. Et c'est pourquoi c'est de notre responsabilité de tenir bon. Il n'y a plus grand monde pour tenir bon. Il n'y a plus grand monde pour tenir bon. Je terminerai sur le on fait quoi. Bon, déjà, on ne fait pas ça. Non, mais c'est un bon début hein, de dire ce qu'on ne fait pas et ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment un très très bon début. Mais on le sait, la première des sécurités, c'est la sécurité sociale. Point. C'est ça le bon slogan. La première des sécurités, c'est la sécurité sociale. Ça, vous pouvez mettre sur les affiches, les slogans, machin, etc. Quand vous entendez un crétin vous dire « La première des libertés, c'est la sécurité », vous dites « Non, la première des sécurités, c'est la sécurité sociale ». Vous pouvez lui dire non, je le garderai pour la fin. La sécurité sociale. Et ça vaut aussi sur le narcotrafic. On ne tombe pas dans le narcotrafic comme ça, comme on tombe dans une marmite de potions magiques. Hein, c'est pas ça, ni de bière d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Il y a des conditions sociales, en fait, derrière tout ça. Il y a des gamins qui sont embrigadés parce qu'ils sont en échec scolaire. Il y a des moins gamins qui sont embrigadés parce qu'ils n'ont connu que ça, qu'ils n'ont que ça comme perspective dans l'emploi, parce qu'ils sont discriminés, parce que. Et alors là, vous vous dire, ah oui, mais vous, à gauche, on connaît, c'est la rhétorique de l'excuse. Non, 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 je n'excuse rien. Les gens ont leurs responsabilités individuelles, je suis pour qu'ils soient jugés, qu'ensuite, pas forcément pour qu'ils aient en prison d'ailleurs, j'ai pas le temps de développer, mais en tout cas pour qu'ils soient jugés, pour qu'il y ait une peine, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis pour qu'on comprenne. C'est pas pour excuser, c'est pour comprendre. Parce que si on ne comprend pas les phénomènes, ils se reproduisent. Et on ne serait qu'une bande de crétins. Alors je ne dis pas que c'est une bande de crétins au gouvernement. Il y a aussi des crétines. Non, il y a aussi des crétines. Attendez, ils sont plusieurs. Hein, mais quand même, je veux dire, il y a des conditions sociales qui existent. Et y compris, on le sait, si on veut faire reculer le trafic de stupéfiants, il y a plusieurs moyens. Mais un, ça pourrait être de faire baisser la consommation. Et on pourrait se dire, pour faire baisser la consommation, il faut taper plus dur les consommateurs. Bon, ça, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, les opérations place nette, les amendes forfaitaires délictuelles qui distribuent comme des petits pains. Et ils en ont distribué comme des petits pains, hein, plus de 250 000 chaque année, je crois. Enfin, c'est des chiffres monstrueux par rapport à avant. Croyez-vous que la consommation a reculé dans notre pays? Non. Elle a même légèrement augmenté. Alors même que nous détenons déjà le record d'Europe de consommation de psychotropes légaux et illégaux, soit dit en passant. Mais notamment illégaux, notamment le cannabis. Alors on pourrait peut-être se dire que la répression, ça ne fonctionne pas, juste tout simple. Et en plus, comme on a des tas d'exemples à l'étranger, on peut peut-être se dire que la prévention, ça fonctionne. Juste la prévention sur un aspect, je ne parle même pas encore de la légalisation du cannabis, j'y viendrai après. Mais sur la prévention, les Portugais, par exemple, ont fait le choix de ne rien légaliser. Mais ils ont fait le choix de tout dépénaliser pour les consommateurs. Ok ? Pas pour le vendeur, pas pour le trafiquant, pour le consommateur uniquement. Tout. Quand je vous dis tout, tout. Vous dites tout ? Oui, oui, tout. Ouais, ça fait beaucoup, hein, tout. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils avaient un gros problème de consommation d'héroïne, qui est, comme vous le savez, très addictive.
Il comporte des problèmes d'ordre public qui sont extrêmement problématiques, des gens qui sont ensuite qui errent dans les rues pour retrouver une dose, vont aller agresser les gens pour avoir de l'argent, pour avoir leur dose, etc. Bon, voilà. Donc, et puis ils avaient énormément de morts de l'héroïne. Et donc, ils ont décidé de dépénaliser pour avoir une approche sanitaire. Dire, en fait, ce sont des gens qui sont malades, qui ont une addiction, et donc on va les soigner. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Bien sûr, ils n'ont pas zéro consommateur. Ce n'est pas le sujet. On sait très bien qu'il y aura toujours une consommation, même si elle est résiduelle. Il y en aura toujours. Mais ils ont fait baisser drastiquement, notamment sur la cocaïne et la MDMA. C'est plus de 50% de consommateurs en moins. C'est énorme en réalité, 50% en moins. Vous imaginez comme résultat? Alors eux, avec leurs amendes, là, gna gna gna, ça augmente. Alors, il faut quand même réfléchir 2 secondes à un moment donné. Moi, je veux bien. Je vous demande pas d'être pour les drogues, c'est même pas le sujet. Je vous demande pas d'en prendre, n'en prenez pas. Mais je vous demande juste de regarder ce qui fonctionne et de le regarder comme tel. Ça pourrait arriver à l'un de vos proches, ça pourrait arriver à vos gamins, ça a pu arriver à vos parents. Donc, à un moment donné, si on est humain, si on est solidaire, si on est dans l'entraide, et ben c'est ça le chemin vers lequel il faut aller. Et pour le cannabis, la légalisation, c'est pareil. Comme on va être les derniers, comme d'habitude, comme pour le droit de vote des femmes, par exemple, et ben c'est pareil. Sur le cannabis, on sera les derniers, alors que tout le monde a vu que ça fonctionnait. Il y a quelques endroits où ça fonctionne pas, il est vrai, pour faire baisser la consommation. Mais partout, ça fonctionne pour faire baisser le trafic. Sauf quand ils légalisent pas la production. Là, c'est un peu neuneux, quoi. Si vous dites, ah bon, ça tombe du ciel? Non, ça pousse. Donc, il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout encadrer et tout légaliser, encadré par l'État. Et c'est à cette condition-là que ça fonctionne. Comme au Québec. C'est un fonctionnaire qui vous vend du cannabis. Oui, oui. C'est un fonctionnaire qui vous vend du cannabis. D'ailleurs, l'alcool aussi, hein, soit dit en passant, chez eux. Et ça marche bien pour faire des politiques de prévention, de réduction des risques et de réduction de la consommation. Qu'est-ce qu'on attend? Mais le problème, c'est que ça vend pas de la peur. Ça vend pas, ça marche pas, ça, sur ces news, pour vous faire voter RN, tout ça, ça marche pas, quoi. Donc vous comprenez pourquoi ils utilisent cette rhétorique, ces discours-là, cette manière-là de vous présenter les choses. Nous-mêmes, on leur dit, vous pouvez leur dire à l'envers, on leur dit, mais attendez, je n'ai jamais vu de trafiquants réclamant la légalisation. Et là, vous dites, ah ouais, c'est vrai ça. Ah ouais, mais non, ils veulent pas là. Ça doit être un indice. Évidemment, c'est plusieurs milliards d'euros. Vous leur enlevez plusieurs milliards d'euros des mains. Ah, ils vont dire, oui, ils vont faire d'autres trafics. Bah oui, ils vont faire d'autres trafics. Ça ne changera pas sur ces aspects-là. Et c'est pourquoi, du coup, on pourra concentrer l'action policière uniquement sur le problème central et le cœur des réseaux de trafiquants et d'exploitation et de traite des êtres humains et de trafic d'armes, parce que ça va avec, ça va ensemble. Donc vous voyez là la direction qu'il faut prendre. Traiter la question sociale, la question économique, la question de l'emploi, la question écologique aussi, puisque ça va créer encore d'autres business parallèles. Donc il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher sur le régalien, et il n'y a pas eu de tabou de la gauche sur les questions de sécurité. C'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est que la gauche, pour parler de sécurité, a fini par parler comme la droite. C'est ça le problème qu'on a eu. Et c'est que les autres se sont dit, ah ouais, bah à chaque fois on nous dit qu'on est nul sur la gauche, on va parler que du social, que de l'écologie, etc. Mais moi je vous dis pas de parler que de la sécurité. Ne faites pas ça, vraiment, parce que sinon vous allez participer du climat anxiogène. Mais que quand le sujet il est sur la table, on doit être les meilleurs pour défendre les principes fondamentaux, les valeurs de la République, notre fonctionnement, l'état de droit. Parce que c'est ça la garantie du vivre ensemble, si je voulais faire un mot un peu valise. C'est ça notre responsabilité politique et notre rôle de gauche, parce que c'est efficace. Et ça, on nous attend, nous, sur la démonstration de cette efficacité. Donc à la fin, effectivement, on peut conclure en disant que la liberté, c'est la première des sécurités. Merci.